Salut, bienvenue dans ce tout premier épisode de notre podcast Vente en ligne dans lequel on va accueillir aujourd'hui Axel Chappet, le CEO et fondateur de la société Cannelle.ch qui en quelques années est devenu un des plus gros acteurs de la livraison de fleurs en Suisse. Dans cet épisode, il va nous parler de son parcours, de ce qu'il a fait avant. Tu vas voir, il a un parcours assez incroyable. Il a habité dans plusieurs pays, il avait déjà monté des boîtes alors qu'il était étudiant. Et après, il va nous présenter le fonctionnement de Cannelle, comment il a fait pour devenir un des plus gros acteurs de la livraison de fleurs en Suisse en seulement quelques années et avec quasiment aucune ressource. Et va nous expliquer également les complexités de son marché, les solutions qu'il est en train de mettre en place, comment il a fait pour s'entourer des bons prestataires qui l'ont aidé à grandir et ce qu'il est en train de faire pour devenir d'ici quelques années le leader de la Suisse. Salut Axel, bienvenue sur ce tout premier épisode de Vente en ligne. Donc déjà merci d'avoir accepté d'être ce premier invité pour nous parler de ton business. Je pense que le plus simple aujourd'hui, c'est que tu nous expliques qui tu es et quelle entreprise tu as montée aujourd'hui. Donc c'est à toi. Ouais. Écoute, merci de me recevoir. Axel, 29 ans, j'ai monté Cannelle en 2021, sachant que c'est un projet que j'avais réfléchi bien avant quand même. On fait de la livraison de fleurs partout en Suisse et c'est un vrai défi dans le sens où les fleurs, elles doivent être hydratées pendant le transport. Il y a beaucoup de complexité en termes de livraison. Notre business, c'est de la pure livraison, c'est-à-dire qu'on est un pure player, on a un e-commerce et on vend tout via notre e-commerce. Et du coup, on a la partie fleurs qui est notre cœur de métier, mais on a aussi toute la partie logistique, livraison, qui est un très très gros défi pour nous parce que les fleurs, elles doivent être hydratées, elles doivent arriver à l'heure. Et c'est là où on offre une alternative qui est complètement différente et qui est une autre solution en réalité qu'un fleuriste classique. En gros, le but, nous, c'est de gérer ces deux parties-là, c'est-à-dire la partie fleurs, confection, d'avoir des belles fleurs, des arrivages très fréquents avec des fleurs extrêmement fraîches, parce que derrière, après, ça part en livraison. Et nous, notre but, c'est de livrer de l'ultra frais pour que le client, quand il le reçoit, il en profite un maximum de temps. Et il y a toute cette dimension livraison locale, nationale. En fait, nous, on est situé en Suisse. Donc, on a tout le canton de Genève qu'on va livrer tous les jours dans la journée avec nos livreurs. Et on a tout ce qu'on appelle la partie nationale, donc en dehors du canton, sachant qu'actuellement, on développe des ateliers pour avoir une logistique beaucoup plus rigoureuse et rapide sur les grandes villes suisses. Qu'on est en train de développer. Actuellement, ça, c'est des bouquets qui sont livrés par plusieurs transporteurs. Ça part le soir très tard et ça arrive le matin très tôt chez les personnes. Comme ça, les fleurs, elles restent simplement la nuit dans un packaging, sachant que le packaging, il a été développé pour garantir la fraîcheur du bouquet pendant au minimum 24 à 48 heures. Donc, voilà. Si je devais résumer, aujourd'hui, en fait, vous avez un site e-commerce pour vendre des livraisons de fleurs partout en Suisse. Et vous assurez aussi la partie livraison avec soit vos propres livreurs, soit des expéditeurs, enfin des professionnels de la livraison partenaires, des transporteurs, voilà, c'est le mot que je cherchais, partout en Suisse. Exactement. Okay. Ouais. Avant qu'on parle un peu plus de Cannelle, je pense qu'il serait intéressant, ce serait que tu nous parles un petit peu de ton parcours, donc comment tu en es arrivé là, comment tu as démarré, en fait, qu'est-ce qui t'a donné l'idée après ton parcours de monter cette société. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours depuis le bac, par exemple? Oui, j'ai eu un bac scientifique il y a un petit moment maintenant, en 2013. Après, je suis parti à San Francisco étudier l'anglais. Quand je suis rentré, j'ai trouvé un job en tant qu'acheteur dans une boîte, un des leaders en Suisse du e-commerce. Donc en Suisse. Et, ouais, exactement. Mais tu es suisse ou français? Français. Ok. Ouais. Et du coup, j'ai commencé dans cette boîte et en fait, j'avais beaucoup de mal dans le sens où ça se passait très bien. J'ai adoré mon parcours dans cette boîte, mais j'avais cette envie d'entreprendre qui m'habitait depuis des années. J'ai fait mes études à Montréal et à Montréal, j'avais déjà monté une première boîte avec laquelle j'avais déjà fait un peu d'argent que j'avais mis de côté pour réinvestir dans un autre projet et ainsi de suite. Tu peux nous dire en 10 secondes ce que c'était cette boîte? Oui, à l'époque, quand j'étais à Montréal, il y avait un peu l'explosion c'était la grande tendance, bon ça l'est toujours je pense, mais un peu moins quand même, du Airbnb, de la conciergerie et tout ce qui tourne autour de la location courte durée. Et en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais créé une structure
où on rentrait en contact avec des loueurs, des propriétaires de logements ou des sous-loueurs, parce que ça se fait pas mal aussi au Canada. Et en fait, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait de la conciergerie, tout simplement. On nettoyait les logements, on faisait les petites réparations de portes, tous les petits trucs pour accueillir le client suivant, en fait. Et en fait, j'avais monté une structure comme ça avec... j'employais surtout des étudiants. Et en fait, à côté de mes cours... Et du coup, ça me permettait de gérer de la compta, de gérer des relations B2B avec des personnes satisfaites, parfois insatisfaites, gérer une équipe aussi. Du coup, c'était ma première grosse expérience entrepreneuriale, entre guillemets. Okay. Même si j'avais mes cours à côté, c'était quand même assez intense. Donc, un petit peu, on pourrait dire en fait que tu es entrepreneur dans l'âme. Ouais, j'avais toujours cette envie, en fait, vraiment l'envie de créer quelque chose, de faire quelque chose, de donner du sens. Et dans le fond, ça ne me suffisait pas de juste aller au boulot le matin, faire les tâches qu'on me demandait. Et puis, voilà, j'avais envie de... Je sais pas, après, c'est propre à chacun. On est tous différents. Moi, c'est vrai que j'ai toujours eu cette envie de créer. De prendre les choses en main, en fait. Ouais, je sais pas si je dirais ça comme ça, mais... d'avoir quelque chose et de m'épanouir dedans et vraiment de passer beaucoup de temps, parce que même dans mon job je passais énormément de temps. En fait, j'ai toujours vu le travail comme quelque chose où je pouvais m'épanouir, mais du coup, quitte à passer énormément de temps, je m'étais dit j'ai envie de monter un truc qui vient de moi, que je fais de A à Z, et j'arrive pas dans une structure où je reprends une partie de quelque chose. J'avais envie de, même plus petit, moi j'avais pas forcément envie de créer tout de suite un truc énorme. J'avais juste envie d'un truc à moi, même si on était 3 dedans, quoi. Okay. Et est-ce que dans ta famille aussi, il y a des entrepreneurs ou... Ouais, alors après, c'est... oui, moi j'ai toujours grandi avec des parents commerçants, donc en un sens entrepreneurs, mais qui avaient des boutiques. Donc j'ai toujours grandi dans ce milieu-là où mes parents bossaient beaucoup. Le week-end, je les voyais pas. Donc ils étaient toujours au boulot. Donc c'est en un sens des entrepreneurs, parce que tous les commerçants sont des entrepreneurs. Ils doivent gérer leur société, ils doivent gérer des personnes, des fournisseurs, de la compta, des clients, voilà. Donc et j'ai un frère aîné aussi qui a également son affaire. Ok, donc une famille d'entrepreneurs, en fait. Ouais, c'est ça. On peut le dire comme exactement. ça. Ok, donc très très clair pour ton parcours. On voit qu'il y a la fibre entrepreneuriale qui est là depuis le début. Et qu'est-ce qui t'a poussé en fait à lancer Canel et pas un nouveau business de conciergerie ou travailler dans un autre domaine, parce que les fleurs, c'est un milieu qui a ses avantages et ses inconvénients comme tous les autres milieux, mais notamment le côté périssable des stocks. Ouais. Donc en fait, qu'est-ce qui t'a motivé à aller dans un business comme les fleurs et quelles opportunités tu as vues dans ce marché? En fait, quand je travaillais dans l'autre boîte, j'ai un peu fait les plus et les moins, et j'étais à une période où je me suis dit c'est plus comme j'ai mes études, je fais mes études, je peux faire un peu d'argent de côté, on verra ce qui se passe, je sais pas comment ça va se développer. Là, j'avais vraiment cette envie et ce besoin de se dire qu'il faut que je fasse un truc qui déjà qui me ramène suffisamment d'argent, où je vais pouvoir partir de mon travail, où je vais pouvoir payer ma vie, parce que dans le fond, c'est ça la base de base, il faut pouvoir payer les premières choses. Et du coup, j'ai été assez pragmatique, parce que les fleurs, j'étais pas du tout destiné à me tourner vers les fleurs. J'ai plus, en fait, ça a été plus une analyse du marché. Je me suis dit, mes parents ont toujours été dans les fleurs aussi, donc j'ai toujours baigné dans les fleurs, donc ça pourrait paraître en un sens logique. Mais en fait, ça l'était pas vraiment, parce que moi, je travaillais pas dans les fleurs du tout. Je travaillais pour un e-commerce général qui avait, on vendait de tout, mais vraiment de tout. Du coup, c'était plus de se dire, en fait, j'ai analysé le marché. Je me suis dit, j'aime l'e-commerce, parce que le commerce de détail, ça m'attirait pas forcément, parce qu'il y avait cette partie où comment dire, il y avait la relation avec le client et le fait que ça soit un modèle qui n'est pas forcément directement scalable. C'était pas ce qui m'attirait vraiment. Moi, ce que je voulais, c'était... après, il y a la complexité de la Suisse, où tu as un marché où il y a plusieurs langues aussi,
qui est quand même très compliqué à... Français, anglais, français, italien, allemand et Exactement. un peu d'anglais aussi avec tous les étrangers. À vrai dire, en Suisse, c'est vrai que oui, c'est surtout, on vise beaucoup le français, l'anglais et le DE, enfin l'allemand, quoi. L'italien un petit peu, mais c'est pas une grosse partie de nos clients. En gros, j'ai plus fait un plus et moins des business. Et dans les fleurs, il y avait peu d'acteurs. En tout cas, peu d'acteurs qui faisaient du sens, avec une bonne expérience web, une bonne logistique, des belles fleurs, des belles photos, un peu une esthétique léchée, un truc qui donne envie, sans pour autant vendre du ultra premium et vendre des bouquets à une fortune. Le but, c'était de devenir un acteur qui est quand même accessible, qui fait du bon boulot, qui est proche de ses clients et délivrer une belle expérience. Et ne pas du tout être, en fait, ne pas se placer comme un concurrent aux fleuristes, parce que dans le fond, c'est pas ce qu'on est, malgré que la plupart des gens nous considèrent comme un concurrent aux fleuristes. Mais quand on analyse notre clientèle, le fleuriste retail boutique, il va accueillir dans sa boutique des gens du quartier, des gens qui achètent les 3/4 du temps des fleurs pour eux ou pour aller offrir dans l'heure qui suit ou dans la journée qui suit. Et nous, notre clientèle, c'est pas ça. Nous, c'est une clientèle qui est éparpillée partout. C'est-à-dire qu'on n'a pas une zone de chalandise vraiment définie. Alors oui, on peut livrer partout dans le pays, mais on a une grande partie de notre clientèle qui est du monde entier. On a beaucoup de personnes nord-américaines, on a beaucoup de personnes de l'Europe, UK, la Norvège, la France, l'Espagne, l'Italie. On a énormément aussi de personnes des Émirats, de Dubaï. On a aussi des personnes d'Asie. Enfin voilà, je ne vais pas citer tous les pays, mais en gros, c'est énormément réparti parce qu'en fait, nous, on permet aux personnes de commander des fleurs facilement et simplement en 3 clics depuis leur téléphone, peu importe où ils se trouvent. Et ils savent derrière qu'ils vont avoir un beau bouquet de fleurs avec un message, un accessoire, livré à telle adresse qu'ils nous ont indiqué, dans les délais qu'ils nous ont demandé, ou à la date même qu'ils nous ont demandé. Donc en fait, c'est vraiment comme ça qu'on se place. Et en gros, on vient plus concurrencer les transmetteurs de fleurs, transmis d'un fleuriste à un autre, ou par exemple, les autres concurrents, c'est de la concurrence directe, c'est-à-dire que c'est des sites web où on achète des fleurs. Après, il y a beaucoup de sites où on achète à l'image un peu d'Interflora ou de Fleurop, où on achète une fleur sur le site et en fait c'est transmis à un fleuriste partenaire et ils retiennent une commission. Et ce modèle-là, je le connais très bien parce que mes parents qui ont toujours des boutiques, c'est un modèle où le fleuriste il se retrouve un peu il se retrouve pas du tout on lui envoie un visuel, on lui demande de réaliser cette composition, ce bouquet-là, sauf qu'ils l'ont vendu à un prix en vendant une image, mais le budget qui est alloué au fleuriste pour réaliser cette composition, c'est pas du tout le même. Donc en gros, non seulement ils n'ont pas forcément exactement le même modèle, le même bouquet que sur la photo, mais en plus non, parce que ça demanderait en fait au fleuriste d'avoir des fleurs en stock qui correspondent au site web de son partenaire. Alors que lui, il les a peut-être pas en fait, c'est peut-être pas la saison ou pas son stock en ce moment. Et puis lui c'est pas son main business, dans le sens où ce mec-là, enfin cette personne-là dont on parle, ce fleuriste-là en l'occurrence, lui il achète des fleurs pour sa clientèle. C'est ça le plus gros de son business. Et j'imagine qu'en plus, après je connais pas très bien le milieu des fleurs, mais j'imagine qu'en plus il doit se débrouiller pour rentrer dans ses frais. Exactement. Avec la commande qu'on lui a demandée. Exactement. Donc ça peut ne pas toujours être très pratique, on va dire. Et en même temps, il prend toutes les responsabilités, dans le sens où quand il y a un client déçu, malheureusement, ils s'en prennent pas à la plateforme, ils s'en prennent aux fleuristes. Et c'est ce qui est dommage, dans le sens où on en revient à l'exemple de nous, on gère mal la logistique, le client s'en prend à nous et pas au transporteur. Nous, on peut pas trop refaire tomber la faute sur le transporteur, étant donné que nous, on a encaissé l'argent, c'est notre client, on doit en assumer les conséquences. Donc après, on doit aller potentiellement chercher un remboursement auprès du transporteur, faire tout le nécessaire pour satisfaire notre client, pour soit renvoyer un bouquet, soit lui proposer un avoir, quelque chose comme ça. Mais du coup, dans ce modèle-là de transmission, c'est très complexe, parce que du coup, le fleuriste, des fois, il se retrouve avec un client mécontent. Du coup, c'est une mauvaise réputation pour sa boutique, alors qu'en fait, il a simplement réalisé la commande qui lui a été transmise la meilleure des façons. Donc il a essayé de matcher les couleurs, essayé de rentrer dans son budget,
parce que toutes ces plateformes-là, pour fonctionner, elles prennent une grosse commission quand même. Du coup, le client, il s'attend, je sais pas, il paye un bouquet 50, 100 euros ou 100 francs. Et le but, c'est qu'ils se disent, voilà, ça va matcher ma dépense. Mais non, en fait, il y a une grosse partie qui va partir pour des frais de fonctionnement de plateforme, des frais de livraison. Okay. Voilà. Ok, c'est très clair. Je pense qu'on a bien saisi en fait, pourquoi tu avais décidé de lancer un e-commerce qui t'ouvre un marché beaucoup plus grand qu'une boutique locale en quelque sorte, et quelles sont les contraintes que tu as aujourd'hui pour remplir, répondre aux attentes de vos clients. Maintenant, je pense qu'il pourrait être intéressant, c'est qu'on parle un petit peu plus de ta stratégie, en fait, de comment tu as lancé Canel, parce que comme tu l'as dit, tu n'avais pas trop un background marketing. Non. Donc, comment tu as fait, par exemple, pour lancer un site, pour trouver définir déjà quel CMS tu veux, si c'est un Shopify, un WordPress, Wix ou n'importe lequel. Comment tu as fait pour trouver un prestat, en fait, comment tu as fait à ce moment-là, et déjà, est-ce que tu avais des connaissances de la création de site internet, ou comment ça s'est passé ? Très peu, et je pense malheureusement et heureusement, parce que c'est comme ça qu'on apprend le plus, comme beaucoup d'entrepreneurs, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Quand je reprends en 4 ans le nombre de personnes avec qui j'ai travaillé, c'est énorme. Heureusement, maintenant, depuis quelques temps, j'ai vraiment une team sur qui je peux me reposer, à qui je fais confiance, et c'est comme ça qu'on avance le mieux, en fait. Mais pendant très longtemps, et d'ailleurs ça a été très compliqué, parce que quand on lance une boîte et qu'on se finance en fonds propres, qu'on va pas chercher même de la love money, c'est-à-dire qu'à ma famille, je suis pas allé emprunter d'argent, j'ai emprunté de l'argent quasiment à personne. On m'a peut-être juste fait un petit prêt de, c'est rien du tout, peut-être 4 ou 5 000 balles que j'ai remboursé très rapidement. Mais voilà, du coup, j'ai vraiment financé avec mon argent. Et le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup, parce que quand on se lance seul et on a mis un peu d'économie et qu'il faut créer tout un business, au début, on se dit ouais, c'est faisable. Je crée un petit site, je fais ci, je fais ça, je vais drainer un peu de traction, et puis je vais commencer à vendre mes premiers bouquets, puis ça va le faire. En fait, la réalité, elle est tout autre. Ça se passe jamais comme ça. Enfin, en tout cas, de mes propres expériences, ça s'est jamais passé comme ça. Je confirme avec mes expériences aussi. Ouais, c'est en fait, on s'ennuie jamais. Moi, quand j'ai lancé le site, je me suis vraiment dit à un moment donné où je me suis dit, mon site, il est beau. J'ai fait faire des maquettes, j'ai investi énormément. Et en fait, il n'y a personne qui vient dessus, et dans le fond, avec le recul, même si c'est pas ce que je referais, mais faut mieux avoir un site tout moche, mais avec des visiteurs. Parce que la finalité, c'est pas la beauté de ton site. Enfin, c'est un ensemble. Arrivé à un certain stade, quand tu as réussi à scaler ta boîte, tout compte, parce que du coup, tu vas te concentrer sur ta conversion, comment tu vas convertir, à quel stade, en combien de clics, en combien de temps, via quelle page, en quelle langue. Mais ça, c'est des questions, au début, tu ne te les poses pas du tout, et tu te dis, je fais juste un beau site, puis les gens, ils vont acheter. En fait, non, il faut mieux avoir des visiteurs, parce que tu sais que par rapport au taux de conversion dans le e-commerce, tu sais qu'il faut déjà un paquet de visiteurs avant de faire ta première vente. Ouais. Et sans parler d'une vente ne fait pas du tout vivre une boîte. Il faut commencer à faire 10-20 ventes par jour pour commencer à avoir à peu près une structure qui fait du sens, pour pouvoir ne serait-ce qu'avoir des arrivages quotidiens pour avoir du produit frais, parce qu'il y a la logistique de la fleur. Enfin bon, c'est très complexe. Mais du coup, pour répondre à ta question, je suis allé sur l'économie en me disant je vais choisir un CMS pas cher, je vais choisir un développeur. Enfin non, même pas un développeur, parce qu'un développeur c'était trop cher à l'époque. Je m'étais tourné vers un webmaster qui, en fait, mes premières galères, elles ont été simples. J'avais tout misé, j'avais pas tout misé, mais j'avais misé une grosse partie sur l'UX, parce que pour moi, c'était déjà dur de mettre sa carte et d'avoir confiance sur Internet. Si tu as un site pas beau, personne ne mettra sa carte et personne n'achètera. Ce qui est logique. Voilà, moi j'étais parti de ce constat-là. Du coup, je m'étais dit, quitte à pas pouvoir prendre un développeur et avoir des fonctionnalités un peu plus poussées, je vais faire intervenir une graphiste qui va me prendre une partie, une web designeuse qui va travailler un peu mon UX. Et du coup, ça je le soustrais à mon enveloppe site internet. Et du coup, le reste, ce qui me restait, je l'ai alloué à un webmaster.
Et voilà comment s'est lancé mon site. Mais la finalité, c'est que ça a donné quoi? Ça a été très très compliqué parce que j'ai eu après c'est avec 4 ans de recul, mais j'ai eu des hacks, j'ai eu des bugs, on a perdu du chiffre d'affaires, on a eu plein de problèmes. J'ai eu 2 semaines avant le lancement mon webmaster qui m'a appelé en galère en disant qu'il n'arrivait pas à matcher le calendrier du site web avec les maquettes, qui était quand même le calendrier et les bouquets de fleurs, le truc le plus important de mon business. Alors que ça faisait déjà 2 mois qu'il bossait sur le site. Donc, mais avec le recul maintenant, c'est un truc qu'on demande au début, et on demande que ça soit la fonctionnalité qui soit le développée en premier. Moi, j'étais pas inquiet. Il m'avait dit qu'il allait le faire, et je me suis dit ça va bien se passer, et j'étais pas inquiet jusqu'au moment où voilà. Mais plein de petites erreurs comme ça, et ça a été pareil au niveau de mon acquisition, parce qu'en fait, tu lances ton business, tu as ton site. Et en fait, tu te dis, maintenant, il faut que... Maintenant, comment on fait pour faire venir des gens sur le site et vendre? Et ça, c'est... Justement, ça tombe bien, c'était ma prochaine question. Comment tu as fait en fait pour travailler ton SEO, tes pubs sur Google Ads, peut-être Meta, tous ces canaux publicitaires qui aujourd'hui jouent un rôle très important pour 99% des sites. Comment tu as fait pour t'entourer des bonnes personnes et puis en fait avoir des résultats? Ça, je pense que je vais dire un truc très bateau, mais qui, quand on le pousse très loin, fait énormément de sens. C'est juste de la résilience, parce qu'en fait, le bon prestat, tu le trouves jamais du premier coup. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est le loto, dans le sens où c'est extrêmement dur de tomber sur quelqu'un de professionnel, de rigoureux, qui comprend surtout tes problématiques. Parce qu'il y a beaucoup de prestats, enfin, en tout cas, moi, avec qui j'ai échangé, qui ne comprennent pas, qui t'annoncent un tarif mensuel et qui te disent je vais passer tant d'heures, je peux faire ci, ton business, je vais faire ci, ça, et en fait tu te retrouves avec une facture mensuelle et tu rentres même pas dans tes frais et t'as pas fait plus de ventes, et c'est très compliqué. Donc j'ai eu pas mal de prestataires où j'ai perdu du temps, j'ai perdu beaucoup d'argent, et en fait, plus d'une fois, j'aurais pu me dire j'arrête, je laisse tomber, j'ai plus rien sur le compte. Non, c'est pas possible. Et en fait, le fait de se donner les moyens, de continuer, de faire preuve de résilience, et de se dire même si j'ai plus rien, je vais essayer de comprendre, je vais essayer d'avancer, je vais essayer de... Voilà, j'ai même arrivé à faire des emails à certains prestataires en mode un peu pitié. Est-ce qu'on peut négocier un truc à la commission? Parce que moi, en fait, j'arrive pas à faire décoller mon site. Enfin, je suis passé par là. C'est plus le cas maintenant, mais c'était compliqué parce que tu as un business entre les mains, tu es en train de créer un truc. Tu as développé un packaging qui t'a coûté plusieurs dizaines de milliers de francs. Enfin, moi, je parle en francs parce qu'on est en Suisse, mais en euros, c'est plus ou moins 1 pour 1. Donc, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Tu as investi quand même beaucoup. Parce que même quand tu lances ton business seul et que tu investis, je sais pas, entre 50, 100, 150 000 euros, c'est quand même de l'argent. Tu as envie de t'y retrouver. Tu te dis, c'est beaucoup d'argent mis de côté. J'ai pas lancé cette boîte pour rien. Puis du coup, c'est cette résilience et cette envie de rien lâcher qui fait que tu te dis, non, en fait, c'est peut-être pas le bon, mais en fait, je perds pas espoir. Parce qu'il y a certains profils qui vont peut-être se dire, c'était pas le bon, puis en fait, j'aurai jamais le bon, puis en fait, c'est peut-être moi le problème, ou mon business, ça va pas. Moi, je me suis posé cette question, mais je me suis aussi dit, peut-être qu'en face de moi, la personne, elle comprend pas ce que je fais, ou elle a pas saisi ma situation, elle m'a pas apporté la bonne solution, mais c'est pas pour autant que quelqu'un pourra pas m'aider. Et c'est un peu comme ça que ça a été toujours un peu mon mantra, de me dire voilà, c'est comme ça que je vais avancer. Et c'est comme ça que j'ai avancé. Donc au final, après, j'ai été encore une fois assez cartésien dans mes choix. Je me suis dit l'organique, c'est trop bien pour Canel, parce que voilà, faut se placer sur des mots-clés. En plus, j'ai un marché en 3 langues, c'est très compliqué. En plus, c'est un petit marché, donc le travail reste le même quand on se place sur un mot-clé qui, je sais pas, je te dis n'importe quoi, qui a 5 000 ou 10 000 de volume. T'as un mot-clé qui, dans un pays avec la même logique, qui a 1000 de volume, ça va être tout aussi dur de te placer, parce qu'il y a quand même de la concurrence sur ce 1000 de volume, mais la finalité, c'est que tu vas passer quasiment autant de temps, mais les retombées financières, comme tu es sur un plus petit marché qui est en plus segmenté en plusieurs langues, la répercussion en nombre de commandes, elle va pas être à la hauteur de tes attentes et à la hauteur du travail que tu as fourni par rapport à un autre site qui serait sur un marché qui est beaucoup plus vaste.
Donc c'est aussi dur le marché sur lequel on est, parce que il faut être bien placé sur les bons termes de recherche. Voilà. Donc le SEO, pour répondre à tes questions, ça n'a pas été une première, parce qu'en fait j'avais pas du tout les moyens et ça allait prendre du temps. Du coup, je me suis pas tourné vers ça. Je me suis tourné vers l'acquisition payante. Je me suis tourné sur tout ce qui est PR, donc Public Relations. Essayer d'avoir des articles dans des magazines, faire parler de moi, et puis travailler avec des sites partenaires qui vont promouvoir Cannelle, qui vont promouvoir la brand, qui vont promouvoir ce qu'on fait. Et puis c'est comme ça que le petit effet a commencé à monter, mais ça a été très dur. Ça n'a pas été un lancement, ça n'a pas été du tout un lancement explosif. J'ai juste eu, je crois, un article qui m'a permis d'avoir pas mal de commandes pendant peut-être 2-3 semaines, mais la finalité c'est que c'est bien en un sens parce que tu as l'impression que tu valides ton modèle d'affaires et du coup ça te fait plaisir, mais en fait parfois c'est pire que tout parce que tu te prends beaucoup de commandes pendant 2-3 semaines et puis la retombée elle est encore plus dure qu'avant parce que du coup t'es encore plus dans une situation où tu te sens désemparé parce que tu te dis punaise, mais en fait c'était trop bien les 2-3 semaines, j'avais quelques commandes tous les jours qui tombaient et puis je venais de lancer mon site, c'était super, puis là maintenant j'ai plus rien. Puis en fait, tu te rends compte après, en recroisant tout ce que tu as pu entreprendre, qu'en fait, c'est un seul truc qui t'a fait ça et que tu n'es pas capable de le refaire parce que c'est pas possible. Du coup, faut trouver des alternatives, ouais, d'autres solutions. C'est toujours chercher des alternatives. Et même maintenant où on n'est plus du tout dans la même situation et dans la même sphère, en termes de boîte et de volume et de process, c'est toujours pareil. Il faut toujours trouver des solutions, il faut toujours résoudre des problèmes et il faut toujours se creuser la tête, quoi. Et si on revient un peu sur la partie ads, ouais. Aujourd'hui les ads, je ne sais pas si tu pourras nous dire, mais ça représente quel % de ton acquisition, si c'est pas confidentiel? Non, c'est pas confidentiel, mais je pense que ça doit être aux alentours c'est assez costaud, donc je pense que c'est facilement plus de 30%, c'est plus d'un tiers. Ok. Ouais. Et comment tu as fait au niveau des ads en fait pour réussir à atteindre de tels volumes? On va parler des chiffres après, mais comment tu as fait pour en fait faire grandir la boîte avec les ads? Parce que c'est quand même la fleur, il n'y a pas besoin d'être un génie pour savoir que les CPC vont être élevés. Les gens qui tapent livraison fleurs Genève, c'est qu'ils veulent acheter là tout de suite, donc forcément il y a de la concurrence, donc les CPC augmentent. Comment tu as fait pour avoir des coûts d'acquisition raisonnables et rentrer dans tes frais dès le début, sachant que tu n'avais pas beaucoup de data, que tu n'avais pas forcément encore trouvé les bons prestataires ou que tu démarrais? Quelles ont été vos solutions pour contrebalancer ces problèmes? En fait, ça a été c'était une logique de réinvestir. En fait, c'était simple, c'était de se dire, moi, j'avais ancré dans ma tête que j'allais pas gagner d'argent avant très longtemps et que je faisais pas ça pour gagner de l'argent. Et du coup en fait le but c'était d'y aller un pour un, donc on gagnait rien du tout. C'est pour ça que ça a été très dur sans financement externe de créer une équipe, d'acheter les chambres froides, d'améliorer ses process, parce que en fait tout ça demande beaucoup d'investissement. Et pour revenir sur la stratégie payante, en fait c'est que il y avait beaucoup de tests. Les tests font perdre beaucoup d'argent parce que du coup, il faut tester un marché, tester un mot-clé, tester une campagne, les différents types de campagnes parce qu'on avait du display, on avait du perf-max, on avait du search. Du coup, c'était en plus réparti sur plein de langues différentes. Ouais. Donc, ça fait beaucoup de campagnes qui tournent différentes avec plein de trucs ciblés. Enfin, voilà, c'était... En fait, j'ai l'impression que là, ce que tu me dis, c'est pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, quoi. Ouais, on se retrouve dans 3 langues, plein de types de campagnes différentes, même marché, tout en ciblant le monde entier. Ouais, et sans budget. C'est-à-dire avec un budget limité. Ouais, et du coup, souvent, les gains finançaient les pertes. Et on se retrouvait, quand on n'était pas négatif, on était content, mais au début, on était très souvent négatif. Donc, des fois, en fait, les clients récurrents qu'on commençait à avoir finançaient les tests et les pertes qu'on avait. Et en fait, on n'avait vraiment aucun gain. C'est-à-dire qu'on était plus négatif chaque mois pendant un bon moment. Et moi, je réinvestissais un petit peu ce qui me restait. Tout ce que je gagnais je le laissais dans la boîte, quoi, pour pas mourir en fait. Donc ça a été un peu ça la logique. Et après à se sacrifier, je pense, les résultats ne sont pas rapides, mais au bout de 1, 2 mois, 3 mois, après il faut se remettre dans le contexte, même 3 mois dans le dur c'est très long, mais quand tu passes 12 mois ou même 18 mois dans le dur
à pas gagner d'argent, à refinancer et tout le peu que tu fais, tu le réinvestis dedans parce que tu as toujours peur de la fin du mois négative. Et puis en fait, ça en découle. Après, moi, c'est comme ça que je vois maintenant avec le recul et heureusement, mais la résilience a permis de continuer ces tests et en fait de prendre le meilleur de tout ce qui est ressorti de ça. Et en fait, de ce qui marchait, on a commencé à investir un petit peu plus en prenant toujours des risques qu'on n'aurait peut-être pas dû prendre, mais qu'il fallait prendre à cette période-là. Sinon, on n'aurait pas pu faire. Et ce qui marchait moins bien, on l'arrêtait vite, quitte à le retenter quand on avait un peu plus. Parce qu'en fait, on a toujours été dans cette optique d'être toujours flat en fait, de jamais se dire voilà, c'était devenu courant de perdre de l'argent chaque mois et de se dire voilà, maintenant comment on estime nos pertes, est-ce que c'est des pertes qu'on va pouvoir couvrir, est-ce que c'est des pertes qu'on va pouvoir étaler par rapport à des remboursements de factures ou des choses comme ça. Et on fonctionnait, c'était un véritable yo-yo sur la petite trésor qu'on avait à l'époque, et le but c'était de maintenir le bateau en flottaison voilà, minimum quoi. En soi, ce que tu racontes, c'est hyper courageux. C'est-à-dire que pendant, tu as dit jusqu'à 18 mois, vous avez vous avez visé un break-even tout en réinvestissant chaque centime que vous gagnez pour relancer la boîte. Ce que, de mon expérience, peu de gens arrivent à faire, parce qu'il y a un moment, ils se disent on a assez donné, maintenant on va passer à autre chose. On considère que ça marche pas, on passe à autre chose. Et vous y êtes allé sans vous poser de questions. J'ai l'impression, en fait, pendant 18 mois, le but, c'était de trouver les bons leviers pour que par la suite, on ait réussi à lancer le train et que tout c'est ça. Fonctionne. Moi, après, j'avais ma plus grande chance. Alors, c'était en partie ma résilience, mais c'est surtout le fait que j'avais j'ai toujours quelqu'un dans ma vie, mais qui me permettait de faire ça en fait. Moi, j'étais déficitaire chaque mois. Je prenais du peu d'argent qui me restait sur mon compte pour refinancer ma boîte qui en fait ne marchait pas. Et en fait, ma vie, heureusement que j'avais quelqu'un avec qui partageait ma vie, qui était là pour tout assurer, et puis me soutenir moralement, financièrement, entièrement, quoi, parce que sinon j'aurais jamais pu faire ce que j'ai fait. Donc ça a été ça aussi le gros gap. Ou autrement j'aurais dû le faire complètement différemment, c'est-à-dire que j'aurais dû vraiment aller chercher de l'argent, j'aurais dû demander de l'argent. Alors j'aurais déjà pu commencer avec ma famille, mes proches, mais c'était vraiment une règle que je m'étais un peu fixée. Je voulais vraiment y arriver tout seul en fait. Ouais, vraiment okay. Parce qu'en fait t'as une pression et t'as un stress dans ta vie d'entrepreneur, parce que ta boîte elle marche pas et que t'en as plein sur les épaules. Si en plus tu as des dettes, ça fait une deuxième pression. Enfin, c'est encore plus, tes épaules sont encore plus chargées. Ouais. Et moi, je m'étais toujours dit, voilà, à la limite, je casse mon truc et je perds mon truc. Et tu vois, parce que c'était tellement important pour moi que si quelqu'un mettait, je sais pas, rien que 20 000 ou 30 000 ou 50 000 balles, qui n'étaient pas des montants énormes et qui auraient pu vraiment aider, tout de suite j'aurais eu cette pression. Après, il faut les rembourser. Voilà, c'est ça. Faut les rembourser et puis il y a un risque et puis du coup tu penses, tu penses plus pareil, je pense. Du coup t'es plus focus sur. En fait, c'est une pression supplémentaire qui n'est pas forcément bénéfique, alors que l'autre pression dont tu parles, où en gros il y a tu mets tout sur tes épaules à toi et tu dis je ne compte que sur moi-même. Ça t'oblige en quelque sorte à trouver des solutions et faire en sorte que ça marche. Oui, puis je gardais vraiment l'espace. Je sais que si j'avais emprunté de l'argent à mes parents à cette période-là, ou à mon frère, ou à des amis, je sais que tu as la partie travail et la partie, pour ce qu'il en était, parce que je faisais quand même je travaillais du lundi au dimanche, mais quand tu prends des petits moments et tu vas passer un peu de temps avec tes amis ou ta famille de temps en temps, j'avais pas envie que cette notion rentre tu voulais pouvoir te vider la tête. Exactement. Je voulais pas parler de ma boîte, je voulais pas parler de ce que je faisais, et je voulais pas que l'argent, ou que tu vois, si toi demain t'es mon pote et que tu m'avances de l'argent et puis que on se voit parce que j'ai besoin de me détendre, ou que voilà, on a décidé de se voir, qu'on aborde le sujet. Voilà, exactement. Qu'on soit complètement off de ce truc-là et qu'on n'en parle pas. Okay. Du coup voilà, et c'est ça. Ok, c'est une réponse très complète. Je pense qu'on a vu plein de sujets en même temps. Ouais. À un moment, tu as parlé d'échecs, où tu as dit en fait on réinvestissait tout ce qu'on gagnait, et il y a des choses qui ont marché, il y a des choses qui n'ont pas marché en marketing, en web marketing. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner 2-3 exemples ?
Oui, je peux te donner des exemples. Après, c'est surtout, quand je parlais de ça, je parlais surtout de notre acquisition payante, que ça soit sur Google, sur Meta, sur Bing, et sur, par exemple, toute la partie aussi affiliation et partenaires. En fait, on s'est vite rendu compte qu'il y avait des campagnes qui performaient un petit peu. Du coup, on s'est dit, ok, il y a de l'attraction. Et nous, en fait, on s'était mis en mode détecteur de traction, quoi. Le seul truc qui rapportait, à l'époque, on cherchait pas du tout un ROAS de x3 ou x4. Déjà, si on faisait du x2, c'était exceptionnel. Si on dépassait les 1, dès qu'on dépassait notre 1 pour 1, on se disait, mais ok, ça c'est de l'attraction. Parce que dans le fond, on est break-even. Donc en fait, on y va. Et du coup, on se disait toujours, on pensait toujours comme ça. Ok. Donc en fait, ça a été ça. T'as un exemple de campagne qui a été, comme celle que tu mentionnes, ou une campagne où vous aviez beaucoup d'attentes, et en fait, elle a été nulle et vous avez perdu de l'argent dessus? Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Mais je pense que là où on a perdu le plus d'argent, je pense, c'est des campagnes FR où on a mal ciblé. Et des campagnes DE, parce qu'en fait le marché DE il est extrêmement dur. Donc la partie suisse alémanique. Ouais, il est extrêmement dur parce qu'en fait nous, en plus d'être dans un pays qui est petit et qui est en 3 langues, en plus de ça on a cette notion où le suisse romand, donc FR, aime bien consommer roman. Et le Suisse alémanique, chacun est patriote de sa région, de son canton, on devrait dire plutôt pour la Suisse. Oui. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est très compliqué parce que du coup, alors après, c'est un problème auquel nous on est confrontés, mais tout le monde est confronté à ça dans le pays. Ouais. Donc, dans le fond, faut plus être solidaires les uns avec les autres. Et les boîtes en Suisse alémanique essayent de capter le marché roman et les boîtes romandes essayent de capter le marché alémanique. C'est pour ça que nous, on a cette réelle volonté de se développer. Et en fait d'avoir la proximité qu'on a avec nos clients genevois, de la développer sur Zurich, sur Lausanne, sur Berne, parce qu'en fait on a un système où monter un atelier, quand on arrive à avoir un certain volume par rapport au volume de commandes qu'on a, on peut aujourd'hui se projeter à se dire on va ouvrir d'abord un atelier là, et en fait avoir des vraies disponibilités pour, par exemple demain j'ai un client qui se trouve à Zurich qui a envie de livrer un bouquet dans les 2-3 heures, ce client là faut qu'on puisse lui répondre. Et là aujourd'hui c'est pas notre cas parce que la personne peut nous appeler, alors on est très rapide quand même parce que souvent il nous appelle l'après-midi, c'est livré le lendemain matin avant 9-10 heures, donc c'est quand même très rapide pour de la livraison de fleurs. Mais les gens veulent encore plus rapide et veulent un service encore plus personnalisé. Du coup, le but d'être présent dans chaque ville, c'est d'avoir cette flexibilité-là. Ok. Voilà. Ok, je pense que c'était très clair. Je pense qu'on a bien compris tout ce que tu nous as expliqué. Je te propose qu'aujourd'hui, que maintenant, on passe sur un autre type de questions par rapport à ton business. Alors, j'avais une question, mais tu as déjà répondu en début de podcast, qui était pourquoi faire un site plutôt que d'ouvrir une boutique physique. Mais comme tu l'as expliqué, le site, c'est pas du tout les mêmes métiers en quelque sorte. T'en as un où tu es fleuriste sur place et l'autre où tu es un e-commerçant. Oui, puis pour moi, j'ai un frère aussi qui vit en Suisse et qui a un business aussi dans les fleurs en Suisse. Et moi, je m'étais dit, je vais aussi m'aider. En fait, j'ai eu ce contexte familial où on m'a souvent dit, oui, mais comme toute ta famille est dans les fleurs, alors oui, j'ai des connaissances dans les fleurs et j'en ai toujours eu parce que j'ai grandi dans ce milieu-là. Ma maman a commencé à faire des fleurs à 15 ans, donc en fait, elle en fait toujours. Et du coup, j'ai toujours vécu dans les fleurs. Mais dans le fond, aujourd'hui, quand j'explique mon business en mode e-commerce pure player à quelqu'un qui a des boutiques, franchement, c'est vraiment, il comprend rien. C'est pas du tout. Et moi, je comprends le business physique parce que je sais comment il marche et le retail. Et puis j'ai grandi aussi dans les boutiques. Mais c'est vrai que je peux vraiment affirmer que ça n'a rien à voir. Notre logistique, elle est différente. Le fonctionnement, il est différent. Nos horaires sont différents. En fait, tous les process de commande sont différents. Même la préparation, elle est différente. Alors ouais, on fait des bouquets, mais les bouquets sont différents aussi parce qu'ils doivent fitter dans nos packaging, ils doivent rentrer dans nos trucs qui permettent d'hydrater les fleurs. Enfin, il y a tout plein de trucs qui n'ont rien à voir avec le business de fleurs où le client rentre, choisit ses fleurs, on lui confectionne, on lui emballe une plante, un bouquet. L'encaissement, il est fait, la vente, elle est terminée, la personne, elle passe la porte.
Nous, c'est terminé. Ouais. Nous, la personne, elle peut commander à 3h du matin pour dans 10 jours ou dans 15 jours, ou elle peut, où elle peut commander dans l'heure qui suit. Et en gros, le but, nous, c'est d'avoir une logistique qui va être le plus rapide possible, en ayant cette personne qui a commandé, et que ça peut être dans 10 jours ou dans 3 heures. Enfin, voilà, peut-être que le bouquet va être préparé rapidement dans la journée ou peut-être dans longtemps. Du coup, il y a tout un système de tri, d'organisation. Enfin, voilà, et nous, la vente, elle est finie une fois que c'est livré. Ouais, donc 2 métiers totalement différents. Ouais, totalement différents. Et puis, on utilise... Et puis peut-être un des deux qui est beaucoup plus facilement scalable, parce qu'un fleuriste local, en fait, il va pouvoir livrer dans sa ville, j'ai envie de dire, mais pas forcément beaucoup plus loin. Donc son champ d'action est pas mal réduit. Et en fin de compte, son chiffre d'affaires est d'une certaine manière capé. Alors que le tien, si tu vises toute la Suisse, il est aussi capé d'une certaine manière, mais beaucoup plus loin. Beaucoup plus scalable. Et c'est ce qu'on vit dans le sens où souvent, une personne couvre une boutique de fleurs, les 2-3 premières années, elle commence à se faire sa clientèle, ça met du temps. Et au bout de 5-6 ans, si la personne... elle fait bien son travail, elle a un bon suivi auprès de ses clients, tout se passe bien, elle atteint rapidement son plafond de verre qui est déterminé par sa zone de chalandise, et plus ou moins une année sur l'autre, elle va faire entre plus 15, moins 15, plus 20, voilà, c'est plus ou moins, ça reste dans ces zones-là. Nous, c'est vrai qu'on a une croissance quasiment à 3 chiffres depuis qu'on a lancé et que ça a commencé à prendre, parce qu'en fait, on est toujours en train de changer nos process, c'est ça, et de tout changer, d'être bousculé. En fait, chaque année est un peu comme une nouvelle année, parce que du coup, tout doit être changé, parce que ce qu'on pensait être bien l'année dernière, c'est plus efficient maintenant. Et du coup, c'est hyper compliqué, parce que du coup, c'est toujours le stress des premières années. Enfin, pas vraiment, parce que du coup, les premières années, il n'y a pas vraiment de traction, mais il y a de la traction, mais c'est toujours devoir se renouveler et toujours être sous pression. Se réinventer, en fait, ouais. Pour aller chercher peut-être un marché toujours plus grand, toujours plus loin. Exactement. Avec des nouvelles contraintes et des nouveaux produits, j'imagine. Et du coup, pour revenir à ta question, le commerce de détail, c'est vrai que moi, ça m'attirait moins parce que j'avais déjà travaillé dans le e-commerce et je trouvais que cette dimension... Puis j'ai toujours grandi aussi dans ces boutiques de fleurs où je voyais les queues, on attendait, tu vois, t'es à la boulangerie, il y a 3 personnes devant toi, ça te fait pas peur parce que les 3/4 des gens, en 30 secondes, la transaction elle est faite, ils sortent et c'est réglé. Dans les fleurs, c'est pas pareil. Il suffit que tu tombes sur quelqu'un qui a vraiment envie de choisir fleur par fleur et qui est là. Ça peut prendre beaucoup de temps. Ouais, et puis il y a des personnes qui viennent là pour ça parce qu'ils ont envie d'un échange, qui ont envie de temps. Et c'est très dur de se caler, de trouver son modèle et de tout faire fitter, que sur un site, c'est de se dire ça va autant correspondre à une personne qui a envie de rester chez elle et qui n'a pas envie de s'embêter, que le mec qui est au boulot et qui sait qu'il est en scooter ou en moto, il ne peut pas passer chez le fleuriste et puis il a envie que ça soit livré, ou que personne qui soit au Canada et qui a envie de faire livrer des fleurs en Suisse. Exactement. Donc c'était une façon de répondre rapidement en 3 clics. Et ça reste des fleurs, ça fait extrêmement plaisir et ça fait toujours son effet. Donc c'est pour ça que ça faisait beaucoup de sens pour moi. Ok, merci en tout cas pour cette explication. Maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on parle un petit peu de Cannelle aujourd'hui, parce que tu nous as expliqué comment tu as eu l'idée de le monter, quel était ton parcours, quels obstacles tu as dû surmonter pour en arriver là aujourd'hui. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que c'est Cannelle ? Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres, comme par exemple combien d'employés tu as, combien de commandes tu traites par jour, une idée du chiffre d'affaires, la marge que tu réalises sur un bouquet. Bon, évidemment, je ne te demande pas de me donner des infos ultra confidentielles qui pourraient non, y a pas de problème. te porter préjudice. Mais globalement, est-ce que tu peux nous dire quelle taille fait la société aujourd'hui et quels sont les challenges ? Ça, c'est la prochaine question. Quels sont les challenges pour l'année 2026 et 2027 et ainsi de suite. Aujourd'hui, Cannelle, c'est une équipe un peu plus d'une dizaine de personnes. Les livreurs, les fleuristes, l'atelier. On a une partie bureau qui est différente de la partie atelier parce qu'au tout début, on avait nos bureaux dans l'atelier et c'est vrai que ça devenait trop complexe. J'imagine, je suis passé tout à l'heure dans l'atelier, c'est vrai que si on rajoute un bureau au milieu, ça doit être compliqué de se concentrer. Ouais, c'est ça, s'il y a beaucoup de bruit, c'est compliqué, et puis en fait, on voulait être au plus proche des équipes, et en fait, on se rend compte que maintenant, pour abattre le travail et avancer de plus en plus vite, il faut différencier les deux. C'est ça, c'est une dizaine de personnes, des livreurs, des fleuristes, la partie aussi des personnes qui gèrent notre acquisition, la partie site web aussi.
Quand on a lancé la première année, on a fait dans les 300, 350 000 de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, Ok. on fait quelques millions de chiffre d'affaires. Donc, on a doublé en fait facilement de taille, voire plus que doublé. On a une croissance de plus de 100% chaque année depuis 4 ans. Là, c'est également ce qui est en train de se produire en 2025. Et du coup, on a une croissance qui est très forte parce que de passer à quelques millions de chiffre d'affaires et de commencer en étant seul dans un bureau avec même Ça pas va une chambre vite. froide, ça va vite et en même temps, c'est compliqué parce que ça va très vite, mais il y a tellement de challenges à relever et de se dire qu'on est confronté à des problèmes toujours plus compliqués parce que c'est aussi ça la croissance. C'est pas uniquement de se dire c'est trop bien, on prend plein de commandes parce que du coup qui dit plus de commandes aussi, il faut mieux négocier ses fleurs, il faut gérer encore plus la fraîcheur, il faut gérer aussi les recrutements qui est très compliqué aussi pour nous parce que en fait on s'est rendu compte que c'est pas un problème de manque de candidats, c'est un problème de manque de personnes rigoureuses, qualifiées. Et aujourd'hui, même quand on prend quelqu'un qui a des années d'expérience, il faut quand même former la personne au process Canel, il faut former la personne à ce qu'on fait. Il n'y a personne qui arrive dans notre société qui est opérationnel au bout de 3 jours, ça n'existe pas. Donc il y a toute une période de formation. Donc maintenant les équipes sont suffisamment grandes pour réussir à onboarder les gens et puis les driver, leur dire que ça soit pour les livreurs, que ça soit pour les fleuristes. Ça permet de nous décharger d'une partie parce qu'au début c'est un truc que tu dois gérer de A à Z et puis quand tu onboardes quelqu'un puis qu'au final tu te rends compte qu'au bout de 2-3 mois c'est pas la bonne personne puis ça va pas puis du coup tu dois t'en séparer ou la personne part puis il faut retrouver quelqu'un et en fait tu te rends compte qu'une année c'est que 12 mois donc oui ça va vite puis il y a le chiffre d'affaires, faut gérer les clients, faut répondre, faut livrer toutes ces commandes. Et aujourd'hui, on est à en termes de KPI, je pense qu'on est aux alentours de entre 50 et 100 commandes par jour, et ce qui fait environ dans les 3000 commandes, entre 2000 et 3000 commandes mensuelles. Du coup, on a une base de clients maintenant depuis 4 ans de plus de 30-40 000 personnes, donc ça fait quand même beaucoup de monde. Et du coup, c'est une croissance qui est... Et c'est pas une croissance qui est arrivée progressivement, oui, en un sens, mais on en revient sur ce que je te disais, c'est vraiment ces 18 premiers mois. Moi, j'ai mis très longtemps. Je travaillais environ de 6h à 22h. J'étais seul. J'avais quelques personnes autour de moi qui venaient m'aider, mais c'était très compliqué. Et j'ai mis très longtemps à embaucher le premier collaborateur. Parce qu'en fait, moi, j'ai tellement été martyrisé par ma trésor que je voulais pas onboarder une personne, la former et me dire financièrement peut-être que je pourrais pas la garder. Du coup, je voulais m'assurer du jour où j'allais commencer à pouvoir recruter que j'allais pas raconter des histoires à la personne en face de moi et que si ça se passait bien, elle pourrait rester et qu'elle allait pouvoir évoluer avec la structure. Du coup, j'ai beaucoup souffert. J'étais, je sais plus comment on dit, au four et au moulin, mais en gros, j'étais partout parce que j'avais envie de tout gérer. Et puis en fait, ça devenait plus gérable en fait. Donc, heureusement, le gap a été que j'ai quand même on a la livraison qui était en local pendant une grande partie de la croissance de Canel au début, quand les volumes ont commencé à être trop importants. Je faisais appel à des fleuristes en freelance qui me permettaient de me créer mes bouquets au lieu de prendre quelqu'un en CDI en fait. Et de même pour la livraison maintenant on l'a internalisée pour qu'on gère très bien le process, c'est-à-dire que nos livreurs ils sont formés parce que livrer des fleurs, ça peut paraître basique, mais c'est pas de la livraison de colis. Faut quand même avoir sinon ça arrive pas dans le même état, c'est plus compliqué. C'est ça, c'est des colis beaucoup plus fragiles qu'Amazon. Il faut les garder frais. J'imagine que tu peux pas. J'y pense parce qu'en ce moment il fait plus de 30 degrés dehors. J'imagine que tu peux pas les laisser dans une voiture sans clim et autres. Sinon les fleurs elles arrivent, elles ressemblent à rien. Donc la logistique est vraiment une contrainte dans votre activité. Et du coup j'ai externalisé cette partie-là. J'ai externalisé cette partie-là pendant un bon bout de temps, ce qui m'a permis de me libérer et de souffler un petit peu pour me concentrer sur le reste. Et après, on l'a réinternalisé quand on a commencé à avoir encore plus de volume parce qu'en fait, on se rendait compte que
en fait, c'était tout autant. C'est extrêmement coûteux la logistique, et quitte à ce que ça nous coûte, autant l'internaliser. Comme ça, au moins, on gère très très bien le process. Maintenant, ce que je te propose, c'est, on arrive bientôt à la fin de ce podcast. Ouais. Aujourd'hui, si tu devais définir 3 menaces pour ton business, ce seraient lesquelles ? Maintenant, avec le recul, je pense qu'un des piliers de la construction d'une boîte, quand tu es une boîte où il y a de la transformation, parce que nous, les fleurs, on ne les reçoit pas du tout en forme de bouquet, on les reçoit en forme coupée des producteurs. Donc il y a souvent de la terre, il faut les nettoyer, il faut les éplucher, il faut les tailler. Voilà, il y a beaucoup de boulot. Donc il y a toute cette partie-là, production, confection, toute la partie livraison, et il y a toute la partie web, marketing. Maintenant, on a une stratégie vraiment 360, donc on a le SIA, le SEO, on a l'email marketing, on a l'affiliation, on a beaucoup d'autres canaux qui nous permettent d'aller chercher de l'attraction de chaque jour. Mais du coup, je pense que c'est l'humain avant tout, une de mes plus grosses peurs, parce que sans l'humain, sans une bonne équipe, sans des gens en qui on peut faire confiance, qualifiés, qui ont envie de s'investir et qui se font plaisir et qui s'épanouissent dans une boîte, c'est très compliqué de créer quelque chose qui fait du sens. Donc je pense que c'est un de nos plus gros défis, trouver les bonnes personnes pour nous accompagner, pour développer la boîte et qui partagent la même vision et la même envie. Ça, c'est vital. Après, je pense qu'il y a aussi toute cette partie d'acquisition où on est quand même très dépendant. On investit énormément d'argent. Donc, comme beaucoup de e-commerce, on est très dépendant de notre acquisition. Donc, il y a Google Ads, Meta. Ouais, exactement. Les très gros acteurs chez qui tu dois absolument dépenser pour générer de l'attraction. Puis il y a aussi toute cette dimension où il y a l'organique qui marche de mieux en mieux parce que c'est devenu quelque chose chez nous qui a été énormément développé et qui est en train d'être développé encore plus. Mais du coup, il y a aussi toute cette partie via les nouveaux moyens de rechercher de l'information. L'IA peut-être ? Voilà, exactement. Maintenant, on voit qu'on fait des ventes via l'IA. C'est la question que je voulais te poser. Est-ce que l'IA commence à arriver dans vos canaux d'acquisition ? Oui, comme nous, on a nos sources et on arrive à voir d'où vient chaque client. Complètement. Et du coup, c'est des bonnes choses en un sens, mais du coup, c'est des nouvelles dynamiques à avoir. Il faut se poser les bonnes questions, il faut être présent au bon endroit. Enfin voilà, il y a beaucoup de boulot derrière, donc ça peut aussi. L'acquisition est toujours une source d'inquiétude. Donc voilà. Et puis après, il y a toute cette logistique, parce qu'on a toujours des problèmes avec nos partenaires logistiques. Et en fait, on se rend compte qu'on a beau avoir les plus belles fleurs du monde, faire les plus beaux bouquets. Enfin, j'extrapole, mais on essaye de faire le mieux du mieux. Et en fait, on fait tout pour que nos clients soient contents parce que on sait que c'est beaucoup mieux d'avoir un client satisfait que d'aller en rechercher un autre et qu'on est dans un petit marché et que chaque client est très important pour nous. Si derrière, on a une logistique qui suit pas, et qui n'est pas clean, qui est pas nickel, qui ne se déroule pas parfaitement, ça peut porter préjudice au business, complètement. Okay. Et dans la croissance, bien évidemment. Ok. Donc voilà. Ok, bon, on a pas mal parlé KPI là juste avant. Ouais. Est-ce qu'on pourrait rentrer dans le très concret pour cette question, mais aujourd'hui, c'est quoi ton panier moyen sur une commande, et est-ce que tu peux nous donner à peu près la marge que tu réalises sur un bouquet ? Je te demande pas forcément le chiffre exact parce que je sais pas si tu as envie de le partager avec tout le monde, et il y aura probablement d'autres concurrents qui vont écouter ce podcast, mais globalement, à combien tu marges sur un bouquet quand tu fais une livraison ? Alors, si on parle vraiment globalement, nous, on a un panier moyen qui se situe aux alentours des 90, 100 francs. Donc, 90, 100 francs. 90. Là, tu l'as dit en français suisse. Oui, pardon. Mais voilà, donc c'est quand même plutôt élevé pour la fleur, parce que du coup, c'est pour ça qu'on livre des fleurs quand même très quali. Et après, en termes de marge, on fonctionne un peu sur le principe du 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Donc, on est plus aux alentours des 30%, sachant que tu as des commandes qui vont te coûter très cher et tu as des commandes qui vont être beaucoup plus rentables. Donc, c'est vraiment une moyenne. On est plus aux alentours de 20-30%. Sachant qu'il y a des commandes où on calcule beaucoup la lifetime value, la LTV, c'est-à-dire qu'il y a des clients, il faut qu'ils passent 4 fois commande chez nous pour qu'on commence à gagner de l'argent, et puis il y a des clients qui passent une fois commande et on gagne de l'argent.
Mais là, je parle vraiment lissé sur des milliers de commandes à l'année. C'est plus ou moins ça. Ok. Donc grosso modo, sur un bouquet à 90-100 francs, vous faites une marge d'un bon 30%. Et le reste, c'est, enfin, comment sont divisés, comment sont répartis tes coûts Une grosse partie du marketing. Ok. T'as une bonne partie du marketing qui représente entre 20 et 30% aussi. Donc ça, Ok. c'est vraiment très costaud. Et après, tu as la partie, je dirais, tu as 20% marketing, tu as entre 20% de matières premières. Et après, tu as pour tout ce qui est la transformation, la confection, l'assemblage, tu as la main-d'œuvre. Ça marche. Et ce que je te propose, c'est qu'on arrive sur la dernière question du podcast. Ouais. Aujourd'hui, quels sont les objectifs que tu t'es fixés pour les années prochaines, donc 2026, 2027 Ouais. Qu'est-ce que tu prévois de faire pour développer encore Cannelle comment et à quel niveau en fait? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de manière concrète Oui. sur ce qui est prévu? Ce qui est prévu déjà, c'est de continuer la croissance qu'on a actuellement. Après, on se doute bien qu'on ne va pas pouvoir continuer une croissance à 3 chiffres parce que c'est pas possible. Puis même si on a beaucoup parlé de plafond de verre, je pense qu'on est très loin encore de l'avoir atteint et on a encore beaucoup de choses à faire. Mais en tout cas, continuer. Et si déjà on a une belle croissance à 2 chiffres qui continue et qui se stabilise plus ou moins, qui ressemble d'une année sur l'autre, c'est très bien. Donc ça, c'est un des gros défis de la boîte actuelle. Recruter les bonnes personnes et surtout, alors ça c'est un peu idéaliste ce que je vais dire, mais on aimerait trouver plus de sérénité dans notre day-to-day, dans le sens où tous les jours on arrive à être bousculé. Et en fait, quand ta boîte elle commence à avoir 4-5 ans, c'est plus normal d'être bousculé 3, 4, 5 fois par semaine. C'est-à-dire que c'est limite tous les jours où tu as un nouveau truc qui tombe, où tu as une nouvelle galère parce que les volumes sont changeants. Des fois, on a des journées où les commandes sont... Il y a limite trop de commandes pour l'effectif, mais du coup, on ne peut pas augmenter l'effectif parce que le lendemain, il va y avoir moins. Du coup, il y a un peu cette forme de yo-yo qui se fait aussi, qui est très très dur à gérer parce que des fois, il faut plus, des fois, il faut moins. Mais du coup, il faut se placer entre ça. Tu dirais que le milieu des fleurs, c'est un milieu un peu instable en termes de commandes? Je pense que, encore une fois, c'est ce qui prouve la différence qu'on a avec les boutiques de fleurs. C'est que dans les boutiques, il y a vraiment des saisons, il y a vraiment des moments. Nous, beaucoup moins, c'est beaucoup plus linéaire. Par contre, aux périodes de fête, on va être aussi beaucoup plus linéaire, on va être beaucoup moins... Alors oui, on a des grosses progressions, mais une boutique, elle va souvent doubler son chiffre d'affaires le mois de la fête des mères ou le mois de la Saint-Valentin. Nous, ce n'est pas notre cas. On va faire peut-être 20-30% de supplémentaires. Mais du coup, nous, c'est assez linéaire sur le mois. Par contre, quand on regarde à la journée ou à la semaine, il y a vraiment des fluctuations. Mais sur le mois ou les périodes trimestrielles, on s'y retrouve. Donc ça, c'est plutôt correct. Et après, le gros défi, c'est ce dont je te parlais un peu plus tôt, c'est cette notion d'être présent dans chaque grande ville pour vraiment avoir on estime qu'on aura suffisamment de volume pour monter des ateliers en fait, répartis dans des points stratégiques pour avoir en fait une logistique beaucoup plus flexible pour les clients. Et le dernier grand défi, ça serait d'instaurer dans la même originalité que Cannelle, de lancer des points de vente physiques, mais qui n'auraient pas la même connotation qu'une boutique où on vient choisir ses fleurs, mais qui seraient plus des points de vente de fleurs. Mais ça, c'est un projet un peu plus long terme où on est vraiment en train de réfléchir, de bosser dessus parce que ça demande aussi beaucoup d'investissement et des partenariats un peu clés en fait pour monter ça et donner dans des points stratégiques, par exemple dans des lieux de santé ou dans des lieux où il y a beaucoup de passages, donner accès à des fleurs de qualité fraîches et bien présentées. En fait, nous, notre but, c'est de rendre quand même accessible la fleur, mais la fleur sympa, travaillée, esthétique et un peu moderne, un peu tendance. Pas la fleur de supermarché ou la fleur de station-service. Ouais. Ça, c'est la fleur qui devrait un peu disparaître. Ouais. De toute façon, je l'ai vu aujourd'hui en visitant l'atelier. C'est vrai que quand on voit les bouquets Cannelle, ils ont quand même une certaine prestance.
Et c'est pas les bouquets qu'on trouve chez Super U ou Carrefour Non, c'est pas le but. à prix cassé. On Non, voit puis qu'on les est gens quand même, dépensent pas le même montant, donc non, oui, c'est sûr ça. que Et puis on y a une voit vraie aussi différence. avec tout ce que vous avez mis en place, notamment les emballages, qu'on est quand même sur, moi j'ai presque envie de dire, une nouvelle expérience, que vous vendez Oui. une expérience de la fleur qui est très différente de celle qu'on connaît chez les fleuristes traditionnels et très très différente des supermarchés. Oui. Et c'est peut-être là aussi toute votre force, c'est que C'est ça. avec Cannelle, en fait, on a réinventé. Vous avez réinventé. Je dis on, mais je travaille pas au quotidien avec vous. Vous avez Quasiment, réinventé, quasiment. Vous avez réinventé pas la livraison de fleurs, mais L'expérience. les émotions. Voilà, Ouais, les c'est émotions, ça. l'expérience. C'est ce qu'on a essayé de faire en tout cas, donc c'est bien que tu le perçoives comme ça, mais ouais, le but c'est vraiment c'est plus que des fleurs, parce que oui, les fleurs on va en profiter pendant 5, 6 jours, 7 jours, 10 jours pour certaines personnes qui entretiennent bien leur bouquet, mais il y a tout ce unboxing, recevoir ses fleurs, lire son petit mot, on développe énormément également nos accessoires qui vont avec les bouquets et qui complémentent les bouquets, les bougies, le champagne, toutes ces choses-là qui font beaucoup de sens, et ça aussi on va continuer à le faire parce qu'on voit que ça marche. On a même maintenant des gens qui nous commandent que des accessoires et des fois ils oublient de prendre le bouquet avec, donc c'est au point mais ça c'est c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire qu'on a du volume et les gens ils tombent chez nous pour des bouquets de fleurs et parfois ils commandent autre chose, quoi. Okay. Et du coup on sait qu'on a ce côté là aussi qu'on peut développer avec la visibilité du site qu'on a acquise. Okay. Voilà. Axel, c'est la fin de ce podcast. Ouais. Donc merci à toi pour ton temps et pour toutes ces informations que tu nous as données qui sont très intéressantes pour les gens qui s'intéressent au milieu du web marketing et surtout de l'entrepreneuriat. Ouais, j'espère que ça n'a pas été trop en désordre et trop compliqué à comprendre parce que j'ai pas été hyper structuré. Mais... Au contraire, je dirais que c'était justement pas très technique dans le bon sens du terme et que tout le monde devrait être capable de suivre. Okay. Donc merci beaucoup et on te souhaite le meilleur pour la suite. Ouais, merci.